T'as checké les billets? Bienvenue au cabaret de la Silver Factory de Lola et Jacques. Non, Jacques, on avait dit cabaret enquête sur la Silver Factory de Lola et Jacques. En tout cas, bienvenue. Bien des gens pensaient que tout le monde tournait autour de moi à la Factory, que j'étais une sorte de grande attraction que chacun voulait voir de ses yeux. Mais c'était tout le contraire, c'est moi qui tournais autour d'eux. Je payais simplement le loyer et toute cette foule venait là juste parce que la porte était ouverte. Andy Warhol. Alors, c'est Jacques qui est venu me chercher, il m'a dit « Lola, est-ce que tu veux jouer dans mon cabaret ?» Alors, on s'était rencontrés à une fête, il était déguisé en Andy Warhol et moi en Eddie Sedgwick, et on s'est dit qu'on était fait pour se rencontrer. Alors très vite, en parlant tous les deux, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment le même univers commun, le même goût pour le punk, la new wave, le rock, des groupes comme Joy Division, les Stranglers, et surtout le Velvet Underground. Alors, ce groupe, en fait, c'est drôle parce qu'on pourrait dire qu'on a grandi avec. Moi, mon père me faisait écouter Nico quand j'étais petite pour m'endormir. Et lui aussi, alors il les a découverts quand il était enfant, c'était un dimanche pluvieux chez ses grands-parents. Il est tombé sur le disque qui appartenait à son frère, donc le disque à la banane, hein, produit par Warhol. Il l'a écouté et c'est là la première fois où il s'est dit que lui aussi il voulait faire de la musique. Alors ce qui est drôle à penser quand on connaît ce disque, c'est qu'en fait ce disque ça a été un échec commercial total. Ça n'a pas du tout marché. Il n'y a que 1000 personnes qui l'ont acheté. Mais il paraît que chaque personne qui a acheté ce disque a par la suite formé un groupe de rock. Ou leurs enfants. Ou leurs frères. À la très célèbre émission de Merv Griffin en 1965, ce fou d'Andy Warhol décide que c'est sa copine Eddie Sedgwick qui parlera pour lui. Il va rester muet pendant toute l'émission. Fou ou alors très malin. Est-ce qu'on parlera encore de cette émission sinon? Bon, en tout cas, moi, à partir de cet après-midi-là, j'ai voulu faire de la musique. À partir de ce moment-là, j'ai fait de la musique et j'ai découvert que l'album à la banane avait été produit par l'homme qui avait dessiné la banane, justement, que ce type s'appelait Andy Warhol. Et là, j'ai tiré sur le fil et j'ai découvert la grande épopée. Voilà, ça nous plaît de la raconter. Hein. Ça fait du bien. Ça change d'aujourd'hui, ça change du brouhaha, parce que raconter aujourd'hui, j'y vois pas très clair. Alors on va vous raconter la grande épopée. On tourne en 1928. Andy Warhol est né Andrew Warhola à Pittsburgh. Enfant pauvre d'émigrés slaves, malade. Il a la danse de Saint-Guy. Enfermé à la maison, qui dessine toute la journée. Son père meurt intoxiqué sur un chantier. Il va laisser une petite somme d'argent pour qu'Andy, le chétif, puisse faire des études, contrairement à ses deux frères, qui sont assez costauds pour faire des chantiers. Andy a du talent en art. Il devient étudiant de l'école d'art de Pittsburgh. Étudiant boursier. Puis, New York. Voilà. Jeune illustrateur publicitaire à la conquête de New York. Dès qu'il a du succès, il s'attaque à l'art contemporain. Andy Warhol a découvert la sérigraphie. Il
il a besoin d'un grand atelier. Il commence par louer une ancienne caserne de pompiers jusqu'à sa démolition en 1963. Puis pour déménager son atelier, il trouve le 5e étage d'un bâtiment de la 47e rue. C'est là qu'il va déménager la Factory. C'est lui qui l'appelle comme ça. Lui qui veut vider l'art de la présence de l'artiste en reproduisant des photos agrandies sur des toiles colorées. Lui dont les boîtes de lessive font hurler de rire les gens dans la rue. L'usine. Alors, Andy Warhol est un homme qui sort tout le temps, il va de fête en fête, et un soir, il entre dans un appartement recouvert d'aluminium et de peinture argentée. Mais qui a fait ça? C'est Billy Name. Alors Warhol demande à Billy Name de faire la même chose dans la Factory. La Silver Factory est née. Et là, c'est le début de la légende. Ce sera le lieu incontournable des années 64-68 qui verra défiler les personnalités les plus marquantes de la scène artistique new-yorkaise, peintres, poètes, chanteurs, musiciens, acteurs, danseurs, et puis des gens de passage, des journalistes, des amis, des amis d'amis, des camés, des marginaux, des paumés. C'est ce lieu qui nous intéresse. Qu'est-ce qui fait que c'est à la fois le lieu de l'artiste et l'endroit où tout le monde passe? Est-ce que c'est un pouvoir magique de ce bâtiment, le pouvoir magique de Warhol? Nous, on regarde les photos, les interviews, les films et on s'interroge. En tout cas, c'était un lieu ouvert, facile d'accès. Rien à voir avec les espaces sécurisés, cloisonnés d'aujourd'hui. Pas de carte pour entrer, pas de visio à l'entrée, pas de code. On entre et on y est. Une maison ouverte. C'est le titre d'une chanson qu'on aime particulièrement avec Jacques, Open House. Une chanson écrite par Lou Reed et John Cale en hommage à Warhol. Au cas où, je vous la fais en français. Hey, viens à l'angle de Broadway et de la 81e rue. J'habite l'appartement au-dessus du bar. Tu sais, tu peux pas le manquer, c'est juste en face du métro et du vieux magasin qui vend des bâches Maïla. Ma peau est pâle comme la lune dehors, mes cheveux argent comme les montres Tiffany. J'aime être entourée de beaucoup de gens, mais ne m'embrassez pas et surtout ne me touchez pas. C'est une coutume tchèque qui me vient de ma mère. Andy, pour te faire des amis, invite-les à prendre le thé. Open house. Open house. J'ai beaucoup de chats chez moi. Mon préféré, c'est une femelle qui s'appelle Sam. J'en ai fait une petite poupée en papier. Tu peux la voir si tu veux. C'est ce que je faisais quand j'étais malade. C'est une vieille coutume tchèque qui me vient de ma mère. Andy, pour te faire des amis, donne-leur des petits cadeaux pour qu'ils se souviennent de toi. Open house. Open house. Il y en a un qui ramène les légumes, un autre le réchaud. Ma mère est passée hier. Il nous faut de quoi manger. Je crois que j'ai peut-être trouvé un job aujourd'hui. Ils veulent que je dessine des chaussures. J'en ai dessiné des vieilles et usées. Ils m'ont dit, dessine quelque chose de neuf. Open house.
ciel, envoie-moi dans les étoiles. Mais il n'y a pas d'étoiles dans le ciel de New York. Elles sont toutes là, sur les trottoirs. Toi, tu prends ton pied avec la musique. Moi, c'est la peinture. J'ai dessiné 550 paires de chaussures différentes aujourd'hui. J'ai failli m'évanouir. Open house. Open house. Open house. Dans les premiers mois de la Factory, Andy Warhol demande à un jeune photographe dans le vent, David McCabe, de le suivre partout et de le prendre en photo pendant 1 an. Des milliers de clichés plus tard, des éditeurs ont fait le tri dans les photos et en ont fait un livre, A Year in the Life of Andy Warhol. On a adoré ce livre et ces photos. Et ce qui nous a plu surtout, c'est qu'on y découvre un jeune Andy Warhol, 35 ans, en train de se chercher. Tu vois, lui aussi, il s'est cherché. Oui, mais en tout cas, après cette expérience, il ne fera plus jamais appel à des photographes extérieurs. Seuls ses amis seront autorisés à le prendre en photo. C'est vrai que dans ce livre, il apparaît timide, mal à l'aise, pas à son avantage. Comme ces photos prises à l'hôtel Saint-Régis dans la suite du peintre Salvador Dali. Dali est en train de peindre 2 grands tableaux en écoutant très très fort de l'opéra et en prenant des poses théâtrales. Warhol reste pétrifié, un verre à la main et ses lunettes de soleil. Andy était très complexé. Il s'est créé un personnage, sa calvitie, ses cheveux. À 25 ans, il se fait refaire le nez, puis après choisit de porter toujours une perruque argentée. Pour avoir, dira-t-il, directement des problèmes de vieux plus faciles que les problèmes de jeunes, et ne pas avoir à me comporter comme un jeune. Sur 4 photos, on le voit essayer différentes postures, avec ou sans lunettes noires. C'est évident, avec mieux. Après, il portera toujours des lunettes de soleil sur les photos. Il y a une anecdote assez marrante par rapport à cette panoplie, lunettes noires, perruque argentée. C'est que, en fait, Warhol, il détestait parler en public, ça le paniquait complètement. Alors il avait trouvé un jeune homme qui lui ressemblait, à qui il a demandé de le remplacer pour aller faire des conférences à l'université. Alors le jeune homme était extraverti, c'était parfait, sauf le jour où Warhol est apparu en photo, en gros plan dans un magazine, et les étudiants ont pu constater que c'était pas du tout le même homme. Il faut les rembourser alors. Ben oui, bien sûr, les universités ont appelé pour se faire rembourser. Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n'avez qu'à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà, il n'y a rien dessous. La Silver Factory, c'est l'émergence d'une utopie avec ce grand atelier, il fait qui veut comme il veut. Et en même temps, c'est un paradoxe. Quel paradoxe? Warhol, c'est quelqu'un d'hyper mondain, de snob, qui revendique d'être superficiel, fasciné par l'argent, dessine des dollars, des bouteilles de coca, des boîtes de soupe. Et en même temps, c'est lui qui va incarner le mieux le milieu culturel de l'époque. Il établit un grand écart permanent entre la société mondaine, libérale, dominante, et le milieu des camés, des drogués, des transsexuels. Oui, mais je te rappelle, tu viens de le dire, Warhol est né enfant très pauvre. Il est fasciné par les riches, par les célébrités. Alors, est-ce que si Warhol n'avait pas été si rock, est-ce que les riches se seraient autant intéressés à lui? Et à l'inverse, s'il n'avait pas autant fréquenté les milieux riches, est-ce que le milieu underground aurait autant été attiré par lui? Stratégie, hasard? Je crois que ça s'est passé comme ça. Ça mérite de se poser la question. Lui, en tout cas, il fait l'intermédiaire. Il peint les riches, il filme le tout venant.
Et ce beau monde se retrouve mélangé dans ce grand atelier et vont être obligés de se rencontrer. Et ça, quoi qu'il en soit, ça fait rêver. Imaginez. On y verra même David Bowie. Prendre un shoot au ciment, être un cinéma vivant. J'ai préparé mes amis pour le shoot. Vous les verrez comme ils sont vraiment. Mettez un œilleton dans mon cerveau, de belles entrées. J'aimerais être une galerie, vous seriez tous dans mon sort. Ressemble à un Andy walking, Andy tired, Andy il est fatigué. Andy fait une petite sieste. Attache-le et envoie-le faire une petite croisière. When he wakes up on the sea, be sure to think of me. Pense à toi et pense à moi. Et pensera à la pluie et à la peinture qu'elle ennuie. On a beaucoup dit de lui qu'il était cynique et manipulateur. Son surnom, c'est quand même Drella, la contraction pour Cendrillon et Dracula. Pour moi, la nourriture n'existe pas. Je n'aime que les sucreries. J'aime le sang aussi. Andy Warhol dans le magazine Vogue. En tout cas, lui va pas oublier de se faire du fric. Et pendant ce temps-là, à ses côtés, il y en a plein qui vont se griller. Non mais là, tu caricatures. Viens. Souviens-toi. On entre dans la factory par l'ascenseur, qui est en fait le monte-charge de l'usine. C'est très très grand. Sur une photo, on voit, il y a des grandes grilles coulissantes. Ils sont 4 à l'intérieur. Warhol est au centre, dans un fauteuil en osier. À l'avant, 2 sublimes créatures. Celle de droite est entourée de scotch avec écrit fragile dessus, pop. Et celle de gauche, c'est Baby Jane Holzer, future fille de l'année 64. Ouais, mais c'est quand même plus trippant de se faire chier à faire du shopping tous les jours chez Bloomingdale. Hein. Well, it beats the shit out of shopping in Bloomingdale's every day. Je la comprends tellement, moi, quand on m'a proposé de jouer dans ton cabaret, ça m'a tellement changé du bureau, ça a complètement bouleversé ma vie. Vous n'avez pas les mêmes bureaux, quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que elle, c'est ce qu'elle a ressenti quand Warhol lui propose de jouer dans ses films. Et à l'époque, il fait des screen tests, 3 minutes 42, la durée d'une bobine Super 8, face caméra, seul. Baby Jane. Andy. Alors, je place devant lui, face à la caméra. Et tu regardes la caméra en te brossant les dents pendant toute la bobine. Andy Warhol lance l'enregistrement et part. Après, quand on projette le film, ça fait comme un tableau sur un mur.
Andy Warhol avait déjà compris qu'une œuvre censurée, c'était de la publicité gratuite. Mais bon, pas trop censurée non plus, sinon elle serait plus diffusée. Dans ces films expérimentaux, si une femme se déshabille, alors c'est une fille très maigre et androgyne, qui n'est pas une incitation à la luxure. Dans Blowjob, il filme le visage extatique d'un homme pendant 6 minutes. Pour comprendre, il faut que le spectateur imagine ce qui se passe hors champ. Les films avec montage ne l'intéressent pas, c'est pas comme la vie. Non, c'est pas assez vrai pour lui. Oui, c'est plus la vie au sens du temps qui s'écoule, du hasard. Le montage, c'est artificiel. Et il y aura plus de 600 heures de screen test de gens qui sont passés à la factory. Sleep, un homme qui dort pendant 6 heures. Empire, l'Empire State Building filmé pendant 8 heures. Hit, un homme qui mange un champignon pendant 9 minutes. Blowjob, une fellation hors champ de 6 minutes. Kiss, 54 minutes de baiser avec la langue. Les films sont des tableaux qui bougent. Ouais, c'est carrément plus kiffant de passer ces journées à faire du shopping chez Bloomingdale. Moi, je pourrais dire c'est carrément plus excitant de passer ces journées à faire des tableaux sur Excel. Ah, ouais, t'as raison, Lola. Bon, bref, on continue. On entre dans une pièce qui fait 15 mètres sur 30. C'est une architecture industrielle du début du XXe. Il y a des poutres métalliques au plafond. Au centre de la pièce, une boule à facettes en miroir posée au sol. Un canapé. Des sérigraphies posées contre les murs ou rangées verticalement. Des coupures de presse scotchées un peu partout. Warhol est pour un art industriel, reproductible facilement. La sérigraphie, c'est parfait. Alors, il y a des grandes fenêtres qui montent jusqu'au plafond. Et du coup, à la table, près des fenêtres, il choisit les couleurs pour les futurs tableaux. Au pied des fenêtres, il peint les couleurs sur les toiles. Et à la lumière des fenêtres, avec son assistant, Gérard Malanga, ils font le tirage sérigraphique et le tour est joué. Bah, tiens, encore un paradoxe. La sérigraphie, c'est tout fait main. Regarde, tu prends la photo, tu l'agrandis, tu la flashes sur un cadre, t'étales la peinture, et après, tu galères avec la raclette. Ah, c'est hyper physique, c'est tout fait main. T'as vu les muscles de Malanga? Ouais. Et autour d'eux, eh ben, il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5 personnes en train de faire n'importe quoi, de danser ou... Je quittais la factory vers 22h, il y a des gens qui étaient là. Je revenais le lendemain matin et ils étaient toujours là. Entre les deux, je ne sais pas ce qui s'y passait. Il y a les poutres métalliques au plafond et tout est peint en argent. Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, il existe un pays dont parle une berceuse que j'ai entendue une fois. Le ciel est bleu, les rêves les plus fous deviennent réalité. Là-haut, au-delà de l'arc-en-ciel, les merles bleus volent. Un jour, je me réveillerai et les problèmes auront fondu comme des gouttes de citron. Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, là où les merles bleus volent, c'est là que tu me trouveras.
the bluebirds fly away above the rainbow. Why, oh why can't Et tu trouves pas un peu bizarre de chanter ça? Tu trouves que ça rentre dans le décor? Bah, complètement, c'est la chanson préférée de Warhol. Et puis c'est l'hymne gay. L'arc-en-ciel gay-friendly, c'est celui de cette chanson. Et puis écoute, pour nous, la Factory, c'est un peu somewhere over the rainbow, un fantasme. Nous aussi, on l'a cherché, notre Factory, qui pourrait nous abriter, nous protéger, nous révéler, comme la Silver. Pour eux, c'était vraiment somewhere over the rainbow, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, mais sous acide. Oui, mais arc-en-ciel quand même. C'est Judy Garland dans le film Le Magicien d'Oz. Warhol en est fan. Il raconte qu'un soir, ils étaient tous les deux au restaurant en train de dîner le plat préféré de Judy Garland, des spaghettis à la sauce tomate. Et après quelques verres, elle s'est mise à chanter à plein poumon, avec tous les spaghettis dans la bouche. So Mais non, c'est Judy Garland. Judy Garland. Somewhere. Ah oui, il y a une autre scène qu'Andy raconte qu'on aurait adoré vous faire. Alors, c'est tard dans la nuit, ils sont chez Mac, dans leur bar favori. Et là, ils dansent, ils sont sous drogue, ils font leur truc. Là débarque une femme, c'est Andrea. Alors elle monte sur la table, elle arrache sa chemise, elle crie, aimez-moi, je suis une vraie femme, regardez ces melons. Lola, t'as qu'à le faire, toi. Moi, je suis pas une femme. Bah, on s'en fout, t'as pas compris, on est à la Factory. Ce qui compte, c'est d'être étrange, homme ou femme, on s'en fout. Warhol, lui, il est là, il observe, il se tait, et les autres, ça les rend dingues. C'est la surenchère, tout le monde fait n'importe quoi comme des fous. Tu te rappelles l'histoire de Freddie Herco? Et comment? Ce danseur qui invitait tous ses amis à une soirée et qui les laisse devant la porte close parce qu'il a fait le saut de l'ange par la fenêtre. Et Andy Warhol qui dit regretter de ne pas avoir filmé le saut. Alors du coup, Warhol, après cet événement, demandera à ses amis de le prévenir en cas de suicide imminent, de façon à pouvoir vraiment bien filmer la scène. Super trash. Tu te souviens Non. Ici, tu te souviens, on a lu quelque part que Warhol était probablement autiste Asperger. Donc voilà, ça peut en fait expliquer pourquoi il n'a pas de compassion. Il voit les choses, mais il ne s'identifie pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'il voit autant la singularité des visages, les précisions, les détails. Il ne serait pas dans le récit de ce qui se passe, il serait dans les images qui succèdent. Chacune a la même valeur de nouveauté. Des tableaux qui succèdent, image par image, comme ces screen tests. Il s'intéresse à chaque personne qui passe. Oui. Et les belles filles riches qui s'ennuient à New York et qui rêvent de vivre autre chose qu'une vie de femme au foyer viennent se mélanger à cette faune d'artistes, de drôles d'oiseaux, de travestis, pour que Warhol les remarque, pour qu'il en fasse ses égéries, ses superstars. Association de malfaiteurs, tout plutôt que la fatalité. Warhol s'associe aux beautés condamnées à l'ennui d'une vie de poupée. Il en fait les icônes pop d'une culture explosive qui fera frissonner de peur et de désir les femmes au foyer et leurs maris. Shocking! Success! Il y aura d'abord Baby Jane Holzer, puis Eddie Sedgwick, puis Nico, puis Candy Darling, International Velvet, Ingrid Superstar. Toutes se succèdent et disparaissent. Avec Eddie, ils ont joué à être des doubles, coiffés pareil, même coupe de cheveux gris. Même geste.
L'adaptation par la Factory d'Orange Mécanique, 5 ans avant celle de Stanley Kubrick, dans une distribution exclusivement masculine, a rejoué dans un esprit SM. Andy Warhol va pousser plus loin ses expérimentations cinématographiques. Tout à coup, il lance la jeune Eddie Sedgwick dans un plan. Il venait de se passer quelque chose. C'était l'invention par Andy Warhol de la superstar, qui n'a rien d'autre à faire qu'être elle-même. Au début du film, on ne voit que le visage de Gérard Malanga. C'est l'assistant de Warhol, le jeune poète. C'est lui le héros du film, qui pour commencer, fait des haltères. Puis le cadre s'ouvre, et puis on voit 6 ou 7 hommes qui sont là, dans un petit espace bordé par une femme, Eddie assise sur un coffre qui fume cigarette sur cigarette en buvant dans un verre blanc. Quand il y a de la musique, elle danse avec Gérard, sinon elle regarde et surveille pour que son verre ne soit pas renversé pendant l'action. C'est filmé en un seul plan, depuis la séance de musculation, l'agression de l'homme qui lit, l'arrestation du héros, sa rééducation et sa rédemption. Tout est fait très sérieusement, mais au bord du fou rire. Les danses. Et Andy Warhol dit le générique en voix off dès qu'il y a un temps mort. Tourner, monter, projeter. C'est l'énergie de la Factory. Quelques jours après, le film est projeté à la Factory, à une fête organisée par Lester Persky. Le producteur de comédie musicale? Oui, R, entre autres. Il organise une fête à la Factory intitulée 50 Most Beautiful People Party. La fête des 50 plus belles personnes du monde? Ou de New York? Ben, c'est pareil. Le monde, c'est nous. The world is us. Tu sais que c'est pas ce que pense le reste du monde. Oui, bah, en attendant à cette fête, il y a Nureyev, Burroughs, Ginsberg, Judy Garland. Il y a une très jolie jeune fille qui danse avec mon idole Tennessee Williams. D'ailleurs, elle te ressemble. Elle s'appelle Electra Superstar. Tu trouves qu'elle me ressemble? Non. Ah bah oui. Arrête, ça me fait trop plaisir. En plus, elle danse avec Tennessee Williams. Costume, cravate et fine moustache. Voilà, alors que moi, j'ai dû prendre un vrai boulot. Mais regarde là, Lola, tu danses avec moi? Ouais. Ben, c'est vrai que c'est autre chose qu'avoir rien à se dire dans la machine à café. Et puis, cette fête, ils sont tous là, tous mélangés. Il y a des jeunes, des vieux, des avec cravate, des sans cravate. Il y a les poutres métalliques au plafond, la peinture argentée sur les murs. Est-ce qu'ils viennent chercher la même chose que moi? Ah, ça, je reconnais. C'est Downtown. Petula Clark. Été 65. C'est que Warhol et sa bande, ils sont fans de tout ce qui est nouveau. Ils vont voir tous les nouveaux films, enfin toutes les nouvelles expos, ils écoutent tous les nouveaux tubes. Ils sont partout. Warhol et Malanga font leur sérigraphie. Pendant que la télé est allumée, des amis de la Factory sont affalés sur le canapé. L'électrophone tourne en faisant jouer un air d'opéra et à l'autre bout de la Factory, les amis dansent sur le dernier tube du Top of the Pop et tout a la même valeur. On les croit snob, mais ça c'est pas snob. C'est tout la plat. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you get worried, so the noise and the hurry seems to help. I know downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks when the neon signs are pretty.
Andy Warhol et Yvonne Rainer. Et imaginez la rencontre Andy Warhol, Yvonne Rainer. Ah mais c'est qui Yvonne Rainer? Yvonne Rainer, c'est une danseuse chorégraphe qui est en train de révolutionner la danse contemporaine au même moment que Warhol révolutionne la peinture. Et ils sont là, tous les deux, en train de boire un verre, un vernissage. Enfin, moi, ça me semble fou que autant de gens qui ont changé le cours des arts se soient retrouvés dans les mêmes lieux au même moment. Enfin, on regarde les photos, on s'interroge, est-ce que ça peut se reproduire? Est-ce que ça peut se repasser? Ou comment? Non? Là, en même temps, n'importe quelle photo d'un vernissage, c'est pareil, là. Non, c'est pas pareil, parce que là, on est en 65 à New York est la capitale de l'art contemporain, et c'est eux qui le font. Et ces gens qui sont là, ben c'est eux qu'on retrouve aujourd'hui dans les plus grands musées. Et ils sont côte à côte aujourd'hui dans les musées, comme ils sont côte à côte sur la photo. Eux, à l'époque, ils avaient sûrement peur pour l'avenir, ils ne s'imaginaient pas qu'ils seraient dans les plus grands musées, mais ce qui est rassurant, c'est que quand on regarde les photos, on ne voit pas leurs doutes. Et ben ça, c'est quand même rassurant, non? Enfin bref, sur cette photo, Yvonne Rainer et Andy Warhol, ils sont à côté comme ça. Elle a encore le liquide visiblement dans la bouche, ils sont assez proches. Warhol, il a l'air assez fragile en fait sur cette photo. Peut-être parce qu'il a son t-shirt à rayures légèrement décalé sur sa clavicule et qu'en fait ça laisse dévoiler la peau de son épaule et d'un coup on voit jamais la peau de Warhol. Alors voir sa peau, d'un coup ça a quelque chose de très érotique. Ça donne quelque chose de particulier à la scène. On se demande ce qui est en train de se dire entre eux. Moi, je me dis que peut-être ils parlent du No Manifesto. Le No Manifesto d'Yvonne Rainer. Et alors là, s'ils parlent de ça, on peut se demander, Warhol, qu'est-ce qu'il en a pensé? Parce que No Manifesto, non au spectacle. À la représentation. Non au glamour. Non à la transformation. Non au trash. Non au héros. Non à la virtuosité. Penses-tu que Picasso ait jamais entendu parler de nous? Cessez de désirer quelque chose, vous l'obtenez. Souvent l'habitude que j'avais de soupirer, oh quand est-ce que je vais être célèbre, quand est-ce que ça va arriver, ce qui signifie que j'ai dû le dire très souvent. Mais voyons, c'est pas parce qu'on répète toujours la même chose qu'on veut littéralement ce dont on parle. Warhol n'est pas du genre des peintres qui s'enferment pour créer. Il laisse tout entrer, tout ouvert, et puis il enregistre tout avec son magnétophone. Fait des photos, des films. Il dit, bon ou mauvais, ça n'a pas d'importance.
Très bon ou très mauvais, c'est très bien. Entre les deux, ça ne vaut rien. Andy Warhol veut aussi faire de la musique. Il veut produire un disque. Et même si David Bowie, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Jim Morrison sont à la Factory, c'est au Velvet Underground qui va proposer de faire un disque. Le Velvet, c'est un groupe dont on commence à parler un peu partout parce que c'est inécoutable. Warhol leur associe Nico, mannequin comédienne allemande, à la voix sensuellement d'outre-tombe, qui est à la Factory à la recherche de succès. Et ce sera l'album à la banane où le seul nom qui s'affiche est celui d'Andy Warhol. C'est ça qui m'a donné envie de l'écouter. Andy Warhol se sert de la musique du Velvet pour repenser les concerts comme une œuvre totale. Et il y a finalement un côté wagnérien chez lui. Avec les années 50, c'est l'arrivée de l'électricité dans les concerts, alors ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, on peut faire un maximum de bruit. C'est des nouveaux sons, on peut les casser, les salir. Et là où le Velvet change la donne, c'est qu'il y a rencontre entre la musique contemporaine, sérielle, le rhythm and blues, le rock and roll, la trance tribale, le côté bizarre, délirant, c'est ça qui m'a tapé dans l'oreille. Les concerts-spectacles que Warhol organise avec le Velvet sont un spectacle total. Venez vous faire exploser la tête. Ça, c'est un programme. Oui, on est en pleine guerre du Vietnam, et pendant que l'Amérique conservatrice chante avec Frank Sinatra Love and Marriage. Amour et mariage, amour et mariage vont ensemble comme cheval et son attelage. La 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 la. Le Velvet Underground, lui, va sortir son morceau le plus emblématique, All Tomorrow's Parties, un blues gothique et obsédant avec un piano très répétitif, un bourdon au violon, une trance tribale. Pour le composer, Lou Reed a repris un accordage qui vient du blues. L'auto-tuning consiste à raccorder certaines cordes à l'unisson de manière à ce que, si on fait un accord plein, toutes
toutes les cordes à vide forment un accord plein. Et Lola, si tu joues n'importe quelle touche blanche de l'harmonium, en principe ça devrait rentrer dans la flûte. L'échec commercial du Velvet Underground termine leur collaboration avec Warhol. De toute façon, Lou Reed n'aime pas que Nico soit dans le groupe, il est jaloux. John Cale veut faire ses propres créations et Warhol veut faire du cinéma. La Silver Factory est devenue trop petite. Billy Name a disparu un jour en laissant un mot. Andy, je ne suis plus là maintenant, mais je vais bien. Love, Billy. Bon, il y a quelque chose aussi qui a sans doute fait largement la différence pour que la Silver Factory puisse être la Silver Factory. C'est qu'en 65, les drogues ne sont pas encore interdites aux États-Unis. En fait, jusqu'en 65, l'usage des drogues avait été plutôt marginal, donc il n'y avait pas eu besoin de légiférer. Et puis, d'un coup, ça devient une mode. Tout le monde veut être mince et les pilules amaigrissantes sont aux amphétamines. Donc les mères de famille en prennent et elles en donnent au reste de la famille pour rester svelte et dynamique. Et en un rien de temps, l'Amérique entière se retrouve sous amphétamine. Andy Warhol dirait même
j'ai jamais pu décider s'il se passait tant de choses dans les années 60 parce que tant de gens prenaient des amphétamines, ou bien si les gens ont commencé à prendre des amphétamines parce qu'il y avait tellement de choses à faire qu'ils avaient besoin d'être réveillés plus longtemps pour les faire. Probablement les deux. Je ne prenais quant à moi que cette petite dose d'ométrol quotidienne prescrite par mon docteur pour perdre du poids, mais ça suffisait à maintenir cet état de bonne humeur électrique qui me donnait envie de travailler, travailler et encore de travailler. Et le LSD est distribué dans des concerts pour découvrir de nouvelles sensations. Au concert des plastiques explosifs Inevitable du Velvet et d'Andy Warhol, des amis, deux amis de la Factory, piquent au passage à l'héroïne les gens qu'ils connaissent. Mais la drogue, c'est collectif, c'est festif, c'est hype. Lola, je parle d'un festif là. Ils ont surtout cherché des sensations fortes. 10 ans plus tard, il y en a la moitié qui sont morts ou à l'HP, oui. ou bien les deux. Non mais bien sûr, mais c'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, c'est la Silver Factory, 64-68. Époque bénie, création, effervescence, expérimentation, et les dégringolades, dépression et overdose, tout ça c'est après, on n'a pas le temps d'en parler. Lola, tu réécris l'histoire là. Tu peux pas juste dire que ça a été une grande fête, ils sont allés hyper loin. Oui, mais tu vois pas que ça fait rêver personne, le réel, là? Chacun fait ce qu'il peut pour supporter la réalité. Je prends 2 minutes, là. J'ai un petit coup de barre, je suis fatiguée. Mais je suis pas malade, je suis juste un peu... Je suis juste un petit peu à bout. À vieillir, c'est quand même la tannée. Et puis, de toute façon, mon mec, il supporte pas que je sois fatiguée, donc comme ça, c'est pratique. Puis les enfants, c'est plus ce que c'était. Docteur, je sais que j'en prendrai pas 8, je sais, mais 4, ça me suffit, c'est bien, ça me redonne un petit coup de boost, et après, je me sens mieux. S'il vous plaît, docteur. J'ai juste besoin de 4. 8, je sais, c'est trop. 4, c'est bien. S'il vous plaît, un tout petit peu. Et ça me permet de tenir comme ça jusqu'à demain. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's. It'll help her, just help you on your way. Get used to your busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she pans a frozen steak. Goes running for the shelter of her mother's. It'll help her, just help you on your way. Get just through your busy day. Doctor, please, some more please. Outside the door, she could for more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. There's so hard to satisfy. You can tranquilize your mind. You're running for the shelter of her mothers. It'll help her, just help you through the night. Help you minimize your flight. Doctor, please, someone please. Outside the door, she took for more. What a drag it is getting old. Life is much too hard today. I hear every mother say the pursuit of happiness precedes the boy. And if you take more of those, you'll get an overdose. You're running for the shelter of her mothers. It'll help her, just help you on your way to your
pas la seule. Bob Dylan va emmener Lee Sedgwick dans l'espoir de la sauver de la drogue et de l'influence controversée d'Andy Warhol. Eddie? Bob? Ça te fait quoi d'avoir tout perdu? D'être à la rue, invisible dans la foule, comme une pierre qui roule. Une fois, tu étais si belle. Quand tu brillais, tu jetais des pièces au clochard. Les gens qui passaient te disaient « Eh poupée, tu vas t'effondrer ». Tu pensais qu'ils te faisaient marcher. Aujourd'hui, on t'entend moins. Aujourd'hui, tu fais moins la fière d'avoir à mendier ton prochain repas. How does it feel? Feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone. Tu n'as jamais fait attention au regard furieux des jongleurs et des clowns qui venaient faire leur tour juste pour toi. Tu n'as jamais compris que c'était pas le bon plan de laisser les autres prendre leurs pieds pour toi. Tu étais sur ton cheval d'argent avec ton diplomate, un chat siamois posé sur l'épaule droite. Mais ça t'a pas fait mal de comprendre qu'il n'était pas celui que tu croyais quand il t'a pris tout ce qu'il pouvait te voler. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? En 1965, Andy Warhol annonce dans la presse qu'il arrête de peindre pour se consacrer à faire ses films. Le prix, la cote de ses œuvres chute tout de suite. Alors, tout compte fait, pour gagner sa vie, il continue quand même. Et il réactive une vieille tradition qui est la peinture de portraits de commande. Comme tous les grands peintres italiens de la Renaissance, qui peignent leurs mécènes dans des scènes de genre, Andy Warhol va faire le portrait des riches de ce monde. 25 000 $ le premier portrait, 5 000 le deuxième, et puis avec l'argent, il prend ses petits déjeuners au Ritz et il fait ses films. Et en 68, pour gagner vraiment plus d'argent, Warhol et ses assistants déménagent la Factory. C'est la fin du lieu ouvert où tout le monde était bienvenu. C'est la fin d'un monde. La bulle éclate. Warhol déménage son atelier, prend un plus grand espace pour être vraiment plus organisé, plus efficace et gagner vraiment plus d'argent. D'anciens bureaux, même plus d'open space. Non, ça fait pas rêver, hein. Ça a l'air d'avoir fait rêver Warhol. Oui, mais quand même, il écrit dans ses mémoires. Sans les fous et les drogués,
bavassant sans fin et faisant leurs trucs dingues, je craignais de perdre ma virginité. Après tout, ils m'avaient tant inspiré depuis 1964, je ne pouvais pas savoir si j'y arriverais sans eux. Jeanne, Voilà. tu crois qu'il y est arrivé sans eux? Parce que nous, la factory de Warhol sans eux, on n'y arrive plus, hein. On s'en fout. Après, en fait, c'est juste un atelier où un artiste produit des œuvres qu'il vend. Bah, c'est vrai que la suite, on s'en fout. Mais en même temps, la suite, elle est super cool ailleurs aussi. Tu sais. Ça vaut le coup de rester ouvert. Ne serait-ce que pour Lou Reed seul ou Nico seul. Regarde-toi. T'as le bureau et le cabaret. Warhol, c'est pareil. Quelques portraits de commande et il fait ses films. Ouais. Facile pour personne de concilier art et vie sur la durée. Bah, on ne peut pas tout avoir. Warhol est quand même moins inventif, mais il reste vivant quand même. Toi, Lola, t'es inventif, t'es vivante. Nous, on y arrive, séparément, avec eux, avec d'autres, ensemble. Ouais, mais quand même, se refaire une plongée de temps en temps, se replonger dans ce qui a changé nos vies et qui nous a donné envie de faire la musique, quand même, c'est... Ça nous rappelle que tout n'est pas que bureaucratie, frontières, sécurité. Dans le miroir de la